Sherbrooke, debout pour la liberté. Sherbrooke, debout pour la liberté. Sherbrooke, debout pour la liberté. Sherbrooke, debout. Il était inscrit dans le rapport policier que les policiers avaient vérifié ce qu'était Rebel News et que pour eux, ce n'était pas un média sérieux. Ça, c'était écrit, là, je paraphrase, là, mais tu sais, c'est ce qui était mentionné au niveau du rapport policier et ça avait influencé leur jugement. C'est ce qu'eux sont venus préciser, qu'ils ont pris la décision d'émettre un constat d'infraction après avoir regardé ce qui en était de Rebel News. Rebel News, à l'aide du Fonds pour la démocratie, a une fois de plus prévalu contre les contraventions de couvre-feu reçues lors de la couverture d'une manifestation à Sherbrooke. Le juge de la Cour du Québec a reconnu que nous sommes un média national exerçant notre droit de faire du journalisme. Lorsque nous envisageons les couvre-feux, nous les associons généralement à la guerre ou à des zones où le taux de criminalité sont élevés durant la nuit. Il est inattendu que le gouvernement les mette en œuvre comme mesures sanitaires, surtout sans preuve scientifique de leur efficacité. Ce sentiment n'est pas seulement le mien, mais aussi celui de l'ancien directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui a déclaré lors du confinement de cette soi-disant pandémie que les couvre-feux sont inappropriés dans de telles crises puisque les gens transmettent le virus pendant la journée de toute manière. Les couvre-feux, c'est on rentre à la maison. Hein, je veux dire, puis habituellement, les couvre-feux ont toujours été faits, puis je dis que j'ai pas connu ça de la guerre, etc., là, pour que justement l'ordre social s'installe puis qu'il n'y ait pas des éléments. C'est sûr que si tout le monde sort beaucoup dans la journée, puis qu'il y a un couvre-feu de soir, ben je veux dire, la contamination va avoir été faite de jour. Moi, je pense que c'est mieux de la distanciation sociale, de le télétravail, éviter les affaires essentielles, parce que ça dure 24 heures sur 24. Fait que c'est dans cette perspective-là. Habituellement, les couvre-feux, moi, à ma connaissance, c'est plus utilisé dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Nous, on parle de mesures de distanciation, de containment, d'isolement volontaire ou etc., pas nécessairement de couvre-feu. Mais ils ont peut-être leur raison de le faire, je suis pas en mesure de le dire. Mais on parle pas de ça en santé publique habituellement chez nous. Le gouvernement du Québec a imposé un couvre-feu non pas une fois, mais 2 fois. Le premier couvre-feu a été mis en place le 9 janvier 2021, initialement prévu pour durer 4 semaines, mais prolongé pendant plus de 4 mois jusqu'au 28 mai. De 20h à 5h le matin, les individus étaient interdits de quitter leur domicile sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 6 000 $. Ils n'étaient même pas autorisés à sortir pour fumer ou pour sortir les poubelles, bien que des exceptions aient été faites pour promener les chiens, vraiment scientifique. Un deuxième couvre-feu a été imposé de 22h à 5h le matin, le 31 décembre 2021 jusqu'au 17 janvier. Cela a été un coup dur pour les Québécois avec leurs écrans de télévision affichant un avertissement sur les mesures restrictives juste avant le Nouvel An. Ceci est une alerte émise par Québec en alerte, en vigueur au Québec. Afin de protéger des vies et de diminuer la pression sur le réseau de la santé, un couvre-feu entre en vigueur à compter de ce soir. Alors que la plupart des Québécois se sont conformés, d'autres ont défié le couvre-feu avec des manifestations entraînant des amendes dépassant 1 500 $ à chaque fois. Le Québec semblait s'être transformé en un État policier, attirant l'attention internationale sur les mesures restrictives mises en place sans compréhension claire. Rebel News est descendu dans les rues pour couvrir ce que les médias traditionnels ont ignoré et pour rassembler les sentiments des manifestants. Malgré notre exemption, les policiers de Sherbrooke nous ont discriminés. Allô, ça va bien? Oui. Ça va très bien, ça va très bien. Fait que là, vous allez couvrir tout le long de... Ben oui, vous allez m'avoir toute la soirée. Vous êtes chanceux, hein? Pour faire sûr, voulez-vous voir nos papiers d'exemption avant ou vous êtes correct?
Moi, je pense qu'il croit sur parole. Ici, à ma bonne foi. Le 13 janvier 2022, nous avons parcouru 2h30 pour couvrir une manifestation où les manifestants prévoyaient de briser le couvre-feu à 22h. Nous nous sommes présentés à la police en tant que médias et leur avons montré notre exemption. Ils l'ont initialement accepté, mais près d'un an plus tard, nous avons reçu des amendes de plus de 1500 $ chacun. Dans leur rapport de police, ils ont discrédité notre document, affirmant qu'ils étaient fabriqués avec Microsoft Word, mais comment produire un document autre que Word? Ils ont également qualifié Rebel News de média web d'extrême droite et peu sérieux, principalement axé sur les nouvelles contre les mesures sanitaires. Cette opinion personnelle et cette discrimination montrent un manque d'impartialité, sapant la liberté de la presse, un pilier de la démocratie au Canada. Littéralement, notre cas a montré comment les policiers au Québec sont politisés, partiaux et abusent de leur pouvoir pour porter atteinte aux droits des médias indépendants. Lors de l'audience devant le tribunal, les policiers ont curieusement oublié que j'avais mon microphone et ma carte de presse sur moi, bien qu'ils soient clairement visibles. Nous avons fait appel à notre avocate mandatée par le Fonds pour la démocratie Sarah Brouillette pour obtenir justice dans cette affaire. Les problématiques qu'on avait eues dans ce dossier-là, c'est que la plupart des corps policiers ne reconnaissaient pas Rebel News comme un média, et là, je vais dire officiel, entre guillemets, là. Et c'est la raison pour laquelle les dossiers sont allés à procès, alors que normalement, en fournissant certains documents et en disant tout simplement à la poursuite, là, qui dans ce dossier-là était le directeur des poursuites criminelles et pénales, voici, mes clients travaillaient pour un média, ils étaient journalistes et caméramans. Normalement, on aurait dû, tout simplement, pouvoir avoir, par exemple, un retrait des accusations vu les explications fournies. Il était inscrit dans le rapport policier que les policiers avaient vérifié ce qu'était Rebel News et que pour eux, ce n'était pas un média sérieux. Ça, c'était écrit, là, je paraphrase, là, mais tu sais, c'est ce qui était mentionné au niveau du rapport policier et ça avait influencé leur jugement. C'est ce que eux sont venus préciser, qu'ils ont pris la décision d'émettre un constat d'infraction après avoir regardé ce qui en était de Rebel News. Ils ont mentionné dans le cadre du procès que Mme Lavoie et M. Roy étaient mêlés aux manifestants et que pour eux, c'était des manifestants comme les autres. Ils ont mentionné également qu'ils n'avaient pas vu d'éléments distinctifs, là, mis à part le fait qu'eux-mêmes, dont Mme Lavoie et M. Roy, ont dit qu'ils étaient journalistes, qu'eux n'avaient pas remarqué quoi que ce soit de distinct. Par contre, on avait une preuve documentaire sérieuse. Donc, on avait les relevés de paie qui prouvaient que les deux personnes travaillaient pour Rebel News. On avait le contrat d'emploi et on avait des vidéos qui avaient été prises cette soirée-là. Donc, c'était une manifestation à Sherbrooke. Sur ces vidéos-là, on voyait très bien que Mme Lavoie, entre autres, avait la tuque à l'effigie de Rebel News. Elle avait je vais appeler ça un tag là, autour du cou qui indiquait qu'elle était journaliste. Elle avait un micro avec le gros carré là, qu'on voit indiquer Rebel News. Elle avait une caméra et il y a M. Roy qui, lui aussi, avec tout son équipement de caméraman. Donc, c'est certain que ça a été retenu que, écoutez, finalement, c'était évident que ces personnes-là étaient identifiées là, comme journalistes cette soirée-là. Et la juge a reconnu que nous étions déchargés de notre fardeau de preuve, de prouver que les deux individus étaient dans l'exécution d'une tâche professionnelle, soit pour un média national, et en est arrivé à la conclusion là, que dans ces circonstances-là, il n'était pas coupable. Donc, je crois que la preuve a été quand même très convaincante au niveau de la preuve autant documentaire que de la preuve vidéo, parce que lors des plaidoiries, comme on avait nous présenté une preuve là, et testimoniale et documentaire en défense, on commençait à plaider et suivant la plaidoirie en défense, le directeur des poursuites criminelles et pénales, là, représenté par une avocate, a mentionné tout simplement, écoutez, nous, on vous a fait la preuve qu'ils étaient à l'extérieur pendant le couvre-feu, et là, on s'entend, je paraphrase, et le reste, je le laisse à votre discrétion, ce qui, pour nous, au niveau du déroulement d'un dossier, veut
un peu dire qu'elle avait conscience que nous nous étions déchargés de notre fardeau de preuve et donc elle n'a pas insisté sur la question, elle n'a pas perdu du temps là, à tenter de plaider le contraire. Donc fort probablement qu'au cours du procès, là, elle également, là, d'une certaine manière, a été convaincue de la preuve documentaire, testimoniale et vidéo qui avait été déposée. Donc faut jamais dire qu'on a gagné d'avance, là, mais c'est certain que nous, on est sortis cette journée-là en attente d'un jugement qu'on présumait allait être favorable. Puis effectivement, là, ce jugement-là a été favorable. N'oubliez pas que vous pouvez toujours donner, et c'est encore le temps, à fightthefine.com. Sur ce site web, tous les dons que vous apportez non seulement aident à combattre les tickets injustement donnés aux Québécois et aux Canadiens, mais également nous aident à aller aussi en justice pour faire valoir notre droit de journalisme. Donc, merci de contribuer généreusement à fightthefine.com.